Le 17 décembre 1950, un F-86 Sabre de l'US Air Force qui patrouille au-dessus de la Corée aperçoit en dessous la silhouette en aile à flèche d'un MiG-15 de construction soviétique. Le pilote du Sabre plonge et se place derrière. Le MiG zigzague pour échapper à la visée du pilote américain. Pendant un moment, il semble même y arriver. Mais il suffit de quelques minutes au pilote américain pour se placer en position de tir. La bataille pour la suprématie aérienne en Corée venait de commencer, en même temps que l'affrontement de deux idéologies. L'histoire des chasseurs à réaction remonte en fait à la Deuxième Guerre mondiale. Le premier chasseur à réaction occidental est britannique. Le Gloster Meteor a 2 réacteurs à écoulement centrifuge. Avec lui, la vitesse de pointe des chasseurs passe de 650 à 900 km/h. Ces météores ne seront déployés qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils intéressaient beaucoup les aviateurs américains, car à cette époque, l'Air Force n'avait pas d'appareil équivalent. En fait, le Météore ne sera engagé que dans très peu de combats, et les Britanniques préféraient le garder chez eux pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Il a joué un rôle essentiel. Il a servi à abattre les V1 tirés contre la Grande-Bretagne, et dans ce cas, sa vitesse représentait un avantage considérable. La peur des Britanniques de voir le Météore tomber aux mains des Allemands était paradoxale, car l'Allemagne avait au moins 1 an d'avance sur eux dans l'étude des moteurs à réaction. Sur ces images, un jeune pilote allemand reçoit ses dernières consignes avant son premier vol à bord d'un appareil à réaction. Le meilleur était sans aucun doute le Messerschmitt 262, un excellent appareil propulsé par 2 réacteurs à écoulement axial, ce qui explique sa vitesse supérieure à celle du Météore. Son aérodynamique était également une réussite. Plus tard, d'autres modèles reprendront le concept de l'aile en flèche, développé par les ingénieurs allemands pendant la guerre. Plus de 1500 262 sont construits. Mais sur la demande de Hitler, ils servent de bombardiers, ce qui n'était pas la meilleure façon de les utiliser. Plus tard, et au début officieusement seulement, le haut commandement allemand autorisera l'utilisation du 262, surnommé l'Hirondelle, comme chasseur. Dans le peu de temps où il a servi de chasseur, le 262, redoutablement rapide, a été désastreux pour les bombardiers alliés. Mais il est arrivé trop tard pour sauver le Troisième Reich.
Les Américains, qui s'étaient concentrés sur l'amélioration des moteurs à piston, ne commencent à s'intéresser à la réaction qu'en 1943. Si la guerre s'était poursuivie plus longtemps, leur premier avion en réaction de combat aurait été l'excellent Shooting Star de Lockheed. On le voit ici dans sa version reconnaissance photo, mais le chasseur standard n'était pas très différent. Le Republic Thunderjet était encore plus moderne avec un fuselage au profil fin et un moteur à réaction plus puissant. Le P-80 et le P-84 avaient une voilure classique très peu différente de celle utilisée pendant la Deuxième Guerre. Sur son premier appareil à réaction, North American Aviation adopte également une voilure conventionnelle. Mais juste après la guerre, North peut consulter les recherches allemandes sur les profils de voilure en flèche. Ils décident alors d'en équiper leur appareil. Le F-86 était né. Finalement, il intégrera beaucoup d'autres progrès technologiques. Un empennage monobloc, des fentes automatiques sur les bords d'attaque de ses ailes et des aérofreins. Mais sa caractéristique la plus remarquable était sa voilure en flèche qui autorise une vitesse plus grande par réduction de la traînée. Le cœur du F-86, c'est son réacteur, un General Electric J-47 qui utilise le principe de l'écoulement axial comme celui du Messerschmitt 262. Il y a une prise d'air à l'avant de l'appareil. Le flux d'air pénètre dans un compresseur à écoulement axial où il est progressivement comprimé. Il est ensuite envoyé dans la chambre de combustion où on vaporise en même temps du carburant. Le mélange est ensuite allumé. La combustion et la dilatation des gaz d'échappement produisent la poussée. Elles entraînent aussi le compresseur, le cycle continuant ainsi sans interruption. Le personnel au sol a dû lui aussi s'habituer à la poussée des réacteurs. Il y avait une zone interdite devant et derrière les réacteurs par crainte de leur aspiration et de leur poussée. La consommation des appareils à réaction, comparée à celle des appareils classiques, était un handicap. Dans un chasseur, le moindre centimètre cube est occupé par ses réservoirs de carburant. Le Sabre, comme beaucoup d'autres avions de chasse, utilisait aussi des réservoirs largables qui amélioraient son rayon d'action. L'armement standard de la plupart des sabres était constitué de 6 mitrailleuses de 50 mm installées de chaque côté de la cabine blindée du pilote. Le 1er octobre 1947, le premier prototype sabre, nom de code XCP-86, est prêt à décoller. Sur ces images, on voit le 597 décoller de Muroc qui deviendra plus tard la base Edwards. C'est le premier appareil à utiliser les nouveaux réacteurs J-35. Aux commandes, George Welch, qui se trouvait à Hawaï au moment de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Il a été, avec son P-40 Kitty Hawk, un des premiers pilotes à participer à la contre-attaque américaine et il a eu l'honneur d'abattre le premier avion japonais. Plus tard, il deviendra pilote d'essai et travaillera sur le programme F-86. En fait, il ne s'agit pas vraiment du premier vol du Sabre. Si son train d'atterrissage reste sorti en permanence, c'est parce qu'au cours du tout premier vol, son pilote avait eu beaucoup de mal à sortir la roue avant.
Welch avait été obligé de poser son appareil en position nez haut et c'est l'impact du train principal qui avait débloqué la roue avant. La production du sabre avait été planifiée bien avant le premier vol du premier prototype. Convaincu de ses performances et des avantages de sa voilure en flèche pour voler à grande vitesse, le gouvernement américain commande le 16 octobre 1947 33 F-86A et 190 F-86B. Quand il appuyait sur le bouton extérieur d'ouverture de sa verrière, un pilote de F-86 entrait dans un monde nouveau. Une fois installé à l'intérieur, il devait commencer par vérifier que les barrettes de verrouillage de son siège éjectable étaient intactes. Pour éviter tout déclenchement accidentel, il ne les retirait qu'au dernier moment, juste avant le début du roulage. La sophistication de leur appareil faisait que les pilotes de F-86 étaient confrontés à toute une batterie de commandes et d'instruments de contrôle. Pour un pilote, il était bien plus difficile de piloter un sabre qu'un avion conventionnel avec manche et palonnier. Il ne fallait utiliser qu'à bon escient les 2,5 tonnes de poussée de celui qui était à l'époque le chasseur le plus rapide du monde. George Tower, this is Air Force 184 requesting taxi clearance, over. Air Force 184, this is George Tower. Traffic southwest, cleared to runway 21 right. Une des différences entre les avions en réaction et les avions à moteur à piston est le temps mis par les réacteurs pour monter en puissance au décollage. Le problème se pose encore plus sur les bombardiers, mais il existe aussi sur les chasseurs. En regardant bien, sur ces images, on peut voir l'ouverture automatique des volets de bord d'attaque qui donne au pilote un meilleur contrôle de son appareil à basse vitesse. Pour les pilotes de chasse, le sabre était un avion presque parfait. Sa rapidité de réaction et sa maniabilité allaient bientôt servir. C'est à ce moment-là que la lettre P, qui voulait dire dans le code de l'Air Force poursuite, est remplacée par la lettre F pour fighter, pour chasseur. Le sabre devient le F-86.
À la fin des années 40 et au début des années 50, l'Air Force organise un grand nombre de meetings aériens pour démontrer les performances de son sabre. Les figures de présentation réunissaient jusqu'à 80 appareils. Les pilotes avaient l'habitude de franchir le mur du son, mais pour le public c'était nouveau, et c'était une des attractions de ces fêtes aériennes. L'objectif poursuivi était la confiance de l'opinion américaine dans son aviation, car à partir de 1949, les soviétiques se sont fait menaçants. D'abord, la Russie avait réalisé un bombardier à grand rayon d'action, une copie du B-29 américain qui pouvait atteindre les États-Unis. Pire, ils avaient fait exploser une bombe atomique et l'Amérique avait perdu son monopole nucléaire. Avec en plus la détérioration des relations entre les deux nations, l'inquiétude en Amérique était grande. On décide alors d'augmenter la production de sabres et de développer une version tout-temps pour répondre à une éventuelle attaque soviétique. C'est le F-86D, surnommé Sabre Dog. On installe également dans son fuselage un râtelier de roquettes non guidées, jugé plus efficace en cas d'attaque de bombardiers soviétiques. Un conflit a bien éclaté, mais à l'autre bout du monde. L'invasion de la Corée du Sud par les troupes du Nord amène les Nations Unies à intervenir. Des B-29 américains sont vite déployés dans la région pour détruire les usines et les voies de communication de la Corée du Nord. À vrai dire, le B-29 n'était pas l'appareil le mieux adapté à ce genre de travail, mais il s'est quand même montré efficace et les États-Unis sont arrivés à prendre le contrôle de l'espace aérien en Corée. Surprise des pilotes américains, le 1er novembre 1950, quand ils aperçoivent le premier MiG-15 de fabrication soviétique. Cet appareil était bien plus moderne que ce dont on croyait capables les soviétiques. Les B-29, même avec tout leur armement, ne faisaient pas le poids face à ce redoutable chasseur soviétique. Pour contrer cette menace, le Pentagone envoie des F-86 en Corée. Ce sera le début du combat des MiG contre les sabres. The first 4 flights into the area will stay below the contrails and keep a close watch on the fighter bombers. The last 2 flights will go above the contrails and check very closely for any MiG aircraft that might come in above the cons. Now, if you see MiGs up there today, call them out. Give their altitude, direction, and geographical location on the map. And call it out and then get off the radio. Now remember, once you look around, keep your speed up, and if you do get a bounce, cut him off, and drive in range. When you get in range, shoot, and when you shoot, shoot to kill. Anybody got any questions? Okay, let's go get them.
À la fin du briefing, les pilotes vérifient avec soin leurs appareils, leur vie et celle de leur équipier en dépendaient. La plupart du temps, les sabres volaient en formation de 4. Tiger 2 here. I got a couple bogeys out there. One coming around at 2 level. Roger, boy. I got up. He's going down. You got him? All right, boy, that's a good deal. Winder, we got 4 of them coming in here on us at 7 o'clock. Hang on. Roger, Reed, we got 2 down here below at 3 o'clock position. I haven't got him. Go ahead, take it, and I'll cover you. All right, I'm going in now. Okay, you're clear. Go ahead, go ahead. Roger, I'm clear. Well, I got fire now. You're still clear. All right, you're looking at them chips off of him. Okay, he's down, boy. You got him too.
En 1952, les pilotes américains s'étaient déjà beaucoup battus avec les MiG, et souvent avec succès, et comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, un groupe d'as est apparu. C'étaient des hommes qui maîtrisaient parfaitement leurs appareils et qui savaient les utiliser au maximum. Le colonel Gabreski était un de ces as américains. As, il l'était déjà avant d'arriver en Corée. C'était un des as de la Deuxième Guerre mondiale sur Thunderbolt. En Corée, le colonel Gabreski était un véritable tueur de MiG. L'expérience et l'habileté des pilotes américains étaient essentielles, car le MiG était loin d'être un mauvais avion. Il y a eu bien plus de MiG abattus que de sabres perdus, mais le MiG-15 était un très bon avion, supérieur aux sabres sur certains points. Pour comprendre comment il marchait, l'Air Force voulait à tout prix s'emparer d'un MiG. À la fin de la guerre, ils ont arrosé la Corée du Nord de tracts qui garantissaient 100 000 $ à tout pilote qui passerait au sud avec son appareil. Le commandant Roh va saisir cette offre et le personnel au sol de la base de Kimpo a dû être très étonné quand il a vu atterrir un MiG le 21 septembre 1953. Les pilotes américains se sont tout de suite mis à ses commandes pour se faire une idée par eux-mêmes. L'armement du MiG était un de ses points forts. Il avait 3 canons, un de 37 mm et 2 de 23, installés dans une nacelle démontable qui pouvait être remplacée très rapidement. Cela permettait d'augmenter la cadence de ses rotations. Le MiG emprunté était arrivé complet avec ses munitions, ce qui a permis de tester sa puissance de feu.
Les canons du MiG avaient une cadence de tir moins rapide que les 6 mitrailleuses du sabre, mais leur puissance d'impact était beaucoup plus grande. L'armement du MiG a incité les États-Unis à développer pour leurs sabres un ensemble de 4 canons de 20 mm en remplacement des 6 mitrailleuses de 50. Le sabre équipé canon n'a été utilisé en Corée qu'à la fin du conflit. Il a permis d'abattre plusieurs MiG, mais pendant la plus grande partie de cette guerre, ce sont les mitrailleuses à forte cadence de tir qui ont fait le plus gros du travail. Par souci d'efficacité, on apprenait aux pilotes à ne pas s'approcher d'un ennemi directement par derrière, mais légèrement en biais. Ils avaient ainsi dans leur ligne de tir une plus grande surface du fuselage de l'avion à abattre. Les qualités du MiG et la puissance de son armement n'ont pas rendu la tâche facile aux pilotes de F-86. Mais le sabre avait pour lui l'originalité de sa conception et la solidité de sa cellule. Un grand nombre d'entre eux sont rentrés à leur base en très mauvais état, mais encore en état de voler. Le mérite en revient à la qualité du travail de North American Aviation. L'épais blindage du sabre était un de ses atouts. Il a permis de sauver la vie à un grand nombre de pilotes. Pendant la guerre de Corée, on a utilisé des as pour former de nouveaux pilotes de F-86 au combat. La transmission du savoir-faire de pilotes expérimentés à des hommes plus jeunes est l'autre explication de la victoire américaine en Corée. Si les pilotes de MiG avaient été meilleurs, l'issue du conflit aurait pu être complètement différente. La compétence et l'entraînement des pilotes américains a fait la différence. Pour les pilotes de sabre, s'habiller n'était pas une mince affaire. Ils devaient d'abord revêtir une combinaison épaisse et un blouson, sans oublier leur pistolet de 45. Ils avaient aussi un gilet de sauvetage, un parachute et un kit de survie, dans lequel on trouvait entre autres un radeau de sauvetage gonflable et une balise de détresse. Assis dans son sabre, avec son casque et son masque à oxygène en place, un pilote devait se sentir comme faisant partie intégrante de son appareil. Le lien très fort entre les hommes et leurs machines
explique en partie l'efficacité des chasseurs américains pendant la guerre de Corée. La conception du sabre en faisait un avion très souple d'utilisation. C'était d'abord un intercepteur, mais il pouvait aussi être équipé de missiles air-sol et même de bombes. C'était un avion d'interdiction idéal. Il a été rarement utilisé à cette tâche en Corée, mais d'autres pays, sur d'autres théâtres d'opération, ont démontré les qualités du F-86 comme avion d'attaque au sol. À partir de 1955, les États-Unis ont développé des missiles autoguidés. Exemple, le Sidewinder. On en a équipé les sabres pour améliorer leur capacité d'interception. Sur ces images, on voit un F-86 qui tire d'un côté une roquette standard non guidée de 5 pouces qui va servir de cible d'essai au Sidewinder tiré de l'autre côté du même appareil.
Le Canada et l'Australie ont aussi construit des sabres. L'Italie et le Japon en ont assemblé, mais le développement le plus intéressant a probablement été réalisé en Australie. L'armée de l'air royale australienne avait besoin d'un sabre amélioré. Le constructeur Commonwealth Aircraft a complètement redessiné, renforcé et allongé le fuselage du 86 pour l'équiper des mêmes moteurs Avon que ses bombardiers Canberra. La poussée des sabres australiens était ainsi augmentée de moitié, mais l'installation d'un moteur plus gros n'a pas été facile. Le sabre australien est le plus puissant jamais produit. Il n'était pas beaucoup plus rapide que dans sa version américaine, mais son accélération et sa capacité ascensionnelle étaient bien meilleures. La grosse lettre P sur le côté de cet appareil indique que c'est un prototype. Le P utilisé dans les pays du Commonwealth correspond au Y américain. L'Australie a fabriqué 112 sabres équipés de moteurs Avon. La plupart seront finalement donnés à l'Indonésie quand l'Australie décide de remplacer ses sabres par des Mirage français. Dans les années 60, le sabre était encore utilisé dans un grand nombre de pays, mais il commençait à dater. Les missiles Sidewinder avaient renforcé sa puissance de feu, mais aucun appareil, pas même le fabuleux 86, n'est éternel. North American lui avait trouvé un successeur, le F-100 Super Sabre. Il était plus grand et volait à plus de 1500 km/h. Ici, on voit le premier Century à côté d'un F-86 Sabre Dog. Au début des années 60, les sabres ont été progressivement transférés à la garde nationale américaine. On voit sur ces images un pilote qui inspecte un des F-86 qui viennent d'être réattribués à la garde nationale. De cette façon, l'expérience de pilote vétéran et les qualités du F-86 n'ont pas été perdues. Aux mains des équipages expérimentés de la garde nationale, le sabre représentait encore une bonne défense de deuxième niveau. Le F-86 a été utilisé par les escadrons de la garde nationale jusque dans les années 70 et il vole encore dans d'autres armées de l'air. La conception du sabre remonte aux années 40, mais il a très bien vieilli parce que c'était un bon avion et bien construit.